Les accords d'Évian, en réalité, lorsqu'on juge les choses a posteriori, ça a été une façon, n'est-ce pas, de rétablir la paix en Algérie d'une façon sérieuse, de sauver la face aux uns et aux autres. Point. Il y avait une partie de la direction du FLN qui n'était pas d'accord. Et il n'y a pas de doute que la course pour le pouvoir, si vous voulez, avait commencé déjà à ce moment-là. Maintenant, on connaît l'histoire, nous étions divisés, et je dirais même dans un certain sens que c'était normal. Mais la présence du système colonial empêchait ces divisions d'être mises à nu. Qui sont ces autres acteurs en désaccord? Une partie de l'armée algérienne, l'état-major général dirigé par Ouari Boumedienne, conteste les décisions d'Évian. Les dirigeants historiques du FLN voient d'un mauvais œil les compromis négociés par le gouvernement provisoire. Ils sont 5, détenus en France depuis le début de la guerre. Le futur président Ahmed Ben Bella, Mohamed Kider, Hosni Ait Ahmed, Mohamed Boudiaf et Rababita. Le 22 octobre 1956, ils ont été victimes du premier acte de piraterie aérienne de l'histoire. Ahmed Ben Bella, notamment, refuse certaines des dispositions d'Évian. Moi, je voulais une révolution complète. Je voulais enlever les terres aux colons. Pour moi, les colons, c'était l'ennemi. Et vous pensiez que ce n'était pas possible avec le GPRA de l'époque? Non, c'est elle qui n'est pas révolutionnaire. C'était finalement deux visions pas très semblables. Moi, je voulais une vraie révolution. Du côté français, on a parlé d'avoir bradé. On a accusé De Gaulle d'avoir bradé l'Algérie. Du côté algérien, on a dit que ça, c'est une plateforme néocolonialiste. Et Boumedienne, à l'époque, suivi d'autres membres de l'état-major, de 2 autres membres de son état-major, avait voté contre. En février 1962, c'est-à-dire avant la signature des accords d'Évian, directive à l'armée et au président du GPRA, l'indépendance doit être avant tout l'indépendance économique. Ouari Boumedienne compte bien reprendre la main une fois la paix revenue. Son bras droit, un certain Abdelaziz Bouteflika, est missionné en France pour convaincre l'un ou l'autre des 5 chefs historiques emprisonnés de faire alliance. Ils avaient envoyé Bouteflika pour convaincre Boudiaf de les rejoindre, mais Boudiaf leur a dit qu'est-ce que c'est que cette initiative que vous prenez au moment des élections, vous divisez le pays, au moment où il fallait être sur une position de force dans la négociation. Il a été très dur à l'égard de l'état-major, donc out. Bouteflika a éliminé Boudiaf. Moi, il est question en ce qui me concerne, ils connaissent un peu le point de vue politique, et ils se sont rabattus sur Ben Bella. Ben Bella était heureux. Il a accueilli Bouteflika en disant « Ah, alhamdoulilah ya Rabbi ». Grâce à Dieu, aujourd'hui je peux mourir en voyant des jeunes officiers comme ça. Bouteflika était très intelligent, Mais il était quand même venu pour parler avec vous d'une alliance avec Boumedienne. Avec Boumedienne, oui. Et vous aviez donné votre accord, en plus. Oui. Et il est rentré, il a dit, voilà l'homme qu'il faut. Il peut nous accompagner une petite étape. Il faut peut-être ajouter aussi que Ben Bella jouissait d'une popularité et d'un charisme sans égard par rapport aux autres responsables. La radio égyptienne, La Voix des Arabes, Sawt al-Arab, avait beaucoup fait pour favoriser un petit peu le nom de Ben Bella. Le cessez-le-feu est proclamé. Le cessez-le-feu n'est pas encore la paix. La paix n'est pas encore l'indépendance et l'indépendance n'est pas la révolution. C'est dire que la lutte continue, plus âpre, plus complexe, plus utile que jamais. Le cessez-le-feu entre en vigueur le 19 mars. Ahmed Ben Bella, Hosni Ait Ahmed,
et les autres chefs historiques emprisonnés en France sont libérés. Ils ne rentrent pas en Algérie, mais rejoignent les membres de l'état-major général du colonel Boumedienne à la frontière tunisienne. Et c'est là, évidemment, que se sont matérialisées les prises de position, c'est très clair. Ben Bella prend l'armée et prend le mukhabarat, les services, et c'est comme cela que tu as l'Algérie. Pour les Français, cette lutte fratricide est masquée par l'anarchie dans laquelle l'Algérie vient de sombrer. Malgré le cessez-le-feu, l'OAS, l'organisation armée secrète, intensifie son activité terroriste. Ce groupuscule politico-militaire clandestin français, qui refuse l'indépendance de l'Algérie, multiplie les attentats violents. Entre les représailles sanglantes du FLN, le jusqu'au-boutisme criminel de l'OAS et un avenir qui paraît de plus en plus incertain, les Européens prennent le chemin de l'exil. L'OAS voulait amener à la rupture des accords. Il voulait pousser la population algérienne à descendre sur les quartiers européens. Les 800-900 000 Européens qui détiennent l'essentiel de l'économie, de l'administration, vont partir. C'est le vide total. Ils sont partis parce que le voisin connaissait l'autre et la guerre a duré longtemps et elle était totale. Elle était sans pitié. Des milliers de harkis, ces Algériens qui ont combattu côté français, tentent de rejoindre la France. Si certains sont rapatriés par l'armée française, un grand nombre, contrairement aux promesses, sont abandonnés par la République. Ce qui s'est passé contre les harkis, c'est la colère, n'est-ce pas? Parce que quand il n'y a pas de pouvoir, les gens se livrent à des représailles que je ne justifierai pas, mais que je ne condamnerai pas. À Alger, j'avais pas de harkis du tout, mais il y a eu des exactions ailleurs. Il n'y a pas eu une décision centrale quelque part pour dire maintenant on va arrêter de tuer les harkis. La responsabilité, écoutez, c'est quand même l'administration française coloniale toute puissante qui a recruté ces gens-là, qui les a mis contre leurs propres compatriotes. Et je crois que c'est difficile de nier leur responsabilité sur ce qui s'est passé. La crise du pouvoir algérien explose à Tripoli, en Libye, le 27 mai 1962. Les principaux responsables politiques se réunissent en terre neutre pour aboutir à un accord politique. Le socialisme comme option idéologique fait l'unanimité. La tension atteint son comble. Les ambitions éclatent au grand jour. Des membres du gouvernement provisoire refusent l'hégémonisme de Ben Bella. Il quitte la table des négociations. Et installer son embryon d'administration, seul légitime de son point de vue. C'était la solution légaliste, qui valait ce qu'elle valait. C'était le GPRA qui était reconnu internationalement, qui a négocié les termes d'indépendance et qui a fait une rentrée triomphale à Alger le 4 juillet. Personnellement, j'ai fait des efforts pour que nous rentrions unis. J'étais allé dire à Nasser, si jamais cette crise atteint l'Algérie, vous ne serez pas gagnant. Ben Bella ne sera gagnant. Personne ne sera gagnant. Moi, je suis prêt à soutenir un remaniement possible du GPRA pour mettre à sa tête Ben Bella. Le 22 juillet 1962, à Tlemcen, Ahmed Ben Bella, rentré depuis peu en Algérie, exclut les membres du GPRA. Nous nous rencontrons à Tlemcen, je veux dire l'autre partie, n'est-ce pas, ceux qui étaient avec Mahmoud Diaf, etc., et les autres. Et nous décidons dans le public la liste. Il y avait des personnes qui n'étaient pas, qui étaient hostiles à nous. Boudiaf et Aït Ahmed. Le bureau politique FLN à Tlemcen a diabolisé la direction politique, c'est-à-dire le GPRA. Et ils sont présentés comme les détenteurs de la légitimité révolutionnaire. Aux yeux du GPRA, on était dehors de la loi. Non, on n'a pas fêté l'indépendance. Je parle de moi, je parle de tous mes compagnons, je parle de tout. De toutes les régions qu'on contrôlait à l'époque. Et c'était